Vous mettez l'haïtien, que ce soit un haïtien modeste, qui n'a jamais été à l'école, ou que ce soit un médecin, vous le mettez dans un environnement qui fonctionne, il est le meilleur. Ah. C'est prouvé partout. Mais pourquoi on est dans cet état, en fait? Parce qu'on connaît que la division et la soustraction. Ah, ben justement. À l'école, ou pas bon. Le next time, m'a divisé négio, etc. On ne connaît que le complot. Nous sommes une société complotiste. Et puis nous sommes trop tournés vers le passé. On ne peut pas vivre tourné vers le passé. Ça fait 250 ans bientôt. 2055, ça fera 251 ans que Haïti est libre. On ne peut pas passer notre temps. En plus, on parle d'indépendance. On se gargarise de mots qui sont éculés et qui ne sont pas vrais. On veut vraiment une croissance sociale. On ne veut plus que les gamins aient des bidons comme ça, les cheveux roux parce qu'ils ont du kwashiorkor, ils souffrent de la malnutrition. On n'en veut plus, on ne veut plus, on ne peut plus le voir, on ne veut plus. Et ça, c'est un sentiment profond qu'il y a. On veut que les gamins puissent écrire, lire, qu'ils aient les mêmes chances que tout le monde. On veut qu'ils aient une santé normale. Au moment où c'est pas capable de bourrique le matin, pour le faire 2 temps sous dos bourrique, quand on a la fièvre, on a malade, pété fièvre, pour le prendre tap qui plein monde, pour le river, on va même qu'à soin. En 2026. En 2026, on peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas y faire pareil. Vous voyez bien, vous allez couper peut-être toutes. Oui, nous sommes sincères. Nous voulons vraiment changer les choses. Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de recevoir ici, dans les studios de Haïti Inter, monsieur Richard Coles, qui est entrepreneur et qui vient d'Haïti et qui vient nous parler d'un projet du secteur privé haïtien, et ce sera l'occasion aussi de faire connaissance avec ce personnage dont on entend parler des fois, effectivement, dont je veux dire, on ne sait pas grand-chose, hein, mais bon, Monsieur Coles va se présenter, on va parler aussi du secteur privé haïtien, des problèmes que rencontrent les secteurs privés et également du pays en général. Alors, bonsoir Monsieur Coles. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Très bien. Alors, vous êtes à Paris en ce moment, de passage à Paris, mais vous teniez quand même à venir ici pour nous parler d'un projet que vous avez élaboré avec les secteurs privés haïtiens. Ça s'appelle Haïti 2055. Mais avant de parler de ce projet, effectivement, parce que c'est important la petite présentation que j'ai faite, j'ai dit que vous êtes entrepreneur. Peut-être que ça vous suffit pas. Alors, est-ce que vous pouvez vous-même vous présenter en quelques mots? Je suis Richard Coles, haïtien, entrepreneur en effet, membre du groupe Coles. On est 4 frères et mon père. On travaille dans beaucoup de différents secteurs et ces dernières années, comme tout le monde, on a beaucoup souffert de la situation en Haïti. Et donc, on s'est mis à réfléchir à des situations de long terme, puisqu'on va de cycle en cycle, de drame en drame et chaque fois dans le trou plus profond. Donc, il y a quelques bons mois, on a décidé de se calmer, de un peu regarder l'avenir et de tracer une route humblement pour Haïti. D'accord, c'est très bien. Alors, mais on a envie de dire que c'est pas un peu tard quand même, non? Bon, c'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit, hein. C'est l'adage le plus bête qui soit, mais c'est jamais trop tard pour bien faire. En plus, je pense qu'on a, avec l'expérience accumulée de nos échecs, je crois qu'on a appris à comment ne plus tomber dans ces échecs. Je crois qu'on a trouvé une approche quand même très inclusive, qui me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. D'accord. Et cette prise de conscience est venue à partir du moment où vous avez l'impression que vraiment tout est foutu, ou bien c'était bien avant? Parce que en ce qui me concerne, ça fait longtemps que je me bats pour une normalisation de choses en Haïti. Ça m'a valu beaucoup une réputation un peu abracadabrante, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait jouer le jeu de la démocratie en Haïti. Donc mes pères n'ont pas toujours adhéré à ces idées-là, surtout quand j'ai soutenu le président Aristide, quand j'étais président d'une association patronale. Je ne l'ai pas soutenu ouvertement, mais le fait simplement de ne pas être allé contre lui avec l'ensemble du secteur privé m'a valu d'être un Lavalas, etc. Donc moi, ça fait 30 ans que je me bats pour une normalisation, un respect de la démocratie en Haïti, un respect. En fait, vous savez, je pars du principe que je pense qu'on ne mérite pas la population que nous avons. Ce peuple haïtien, je dirais pas qu'il est jaloux de son indépendance, puisque nous ne sommes pas indépendants, mais il est jaloux de sa liberté. Et dans cette espèce de fierté et de liberté, il souffre avec grande dignité, et je pense qu'il attend. C'est cette patience qui nous apprend, et on n'a jamais su lire. On ne mérite pas un peuple aussi bon, je dirais, aussi pacifique, et il ne mérite pas une élite aussi complotiste, aussi archaïque. Je parle des élites financières, intellectuelles, de l'ensemble des élites haïtiennes, politiques, spirituelles, où on regarde beaucoup le passé, on n'arrive pas à appréhender l'avenir. Ah mais c'est bien que c'est vous qui le dites, qu'on ne mérite pas une élite comme ça, dont je veux dire que vous faites partie quand même de cette élite politique. Absolument, je suis très fier de faire partie de l'élite haïtienne. Haïtienne, dans ses comportements collectifs,
elle a échoué. Mais il y a des individus de très grande qualité dans le secteur privé haïtien, comme les intellectuels haïtiens, et on a échoué. Vous savez, cette feuille de route dont je vais parler tout à l'heure, elle parle le point de départ, c'est de dire que nous avons échoué et que c'est un échec collectif. C'est pas le noir, le mulâtre, le riche, le pauvre, le vaudouisant, le catholique, le diaspora ou celui d'Haïti. Nous avons passivement ou activement, directement ou indirectement, nous avons échoué. Si nous partons de ce constat, on arrêtera ce qu'on appelle l'ongédouette, on arrêtera ça, on se dira, c'est vrai, quelque part on aurait pu mieux faire, pas tous au même niveau, pas tous avec la même intensité, mais on a tous échoué. Si on accepte ça, je pense qu'on peut maintenant se dire, OK, on va analyser pourquoi ensemble, sans ces exclusions permanentes, et on peut reconstruire notre pays. Oui, c'est vrai, mais on peut aussi faire le bilan. C'est pour ça qu'on pense aussi que plus on appartient à une élite, plus on a de la responsabilité, plus on a les moyens d'agir sur les choses. Responsabilité, c'est shy, comme on dit en Haïti. Et oui, mais vous savez, en fait, nous tous Haïtiens, avec le micro, nous tous Haïtiens, on n'est jamais responsable. C'est pas moi, c'est monsieur. C'est ce que je disais à le Longillouette. Et donc, la responsabilité, moi, je la prends au niveau du secteur privé, qui a des gens éduqués, qui a des gens avec du pouvoir financier, et qui très souvent ont manqué de vision. Ils ont perpétué des petits réflexes de commerçants. C'est pas des grands entrepreneurs avec une vision où, en fait, la stabilité est celle qui est porteuse, justement, de richesse. C'est plutôt les petites magouilles mais ce secteur a énormément évolué. Et il y a des gens au secteur privé qui sont prêts au challenge et à jouer dans les règles du jeu. Mais ce qui est intéressant, on sait très bien que seul on ne peut pas. Donc, le point de départ, c'est de dire, si nous avons tous échoué ensemble, nous allons tous gagner ensemble, y compris la diaspora. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Je veux parler avec la diaspora aussi. Justement, on va en parler tout à l'heure. Mais une dernière chose, avant d'aborder cette question du projet Haïti 2055, vous avez soutenu Aristide. Vous avez dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai jamais été contre Aristide, moi. Soutenir Aristide, ça aurait été prendre le micro et parler pour lui. Non, jamais. Mais j'avais beaucoup de responsabilités à l'époque. J'étais président du plus puissant syndicat de patrons qu'il y avait en Haïti, qui était l'Association des industries d'Haïti. Quand les graines d'Ambunda ont pris les rues, je suis la seule association à ne pas avoir signé, à ne pas avoir pris les rues, parce que pour moi, c'était inacceptable ce qui se passait. C'était justement un manque de vision, des petits problèmes, des querelles intestines qu'on n'arrive pas à surmonter, des procès d'intention. Le président Aristide, il avait été élu par la population haïtienne. Là, vous parlez de 2004. Oui. Je crois que c'était, en fait, il y avait aussi l'opposition menée par Andy Aped à l'époque. Ben voilà, Andy j'étais de l'autre côté d'Andy, moi. Ah ouais, ok. Oui, je n'ai jamais été de ce côté-là. D'accord. C'est vrai que ça, c'est bien de le dire, hein, parce que on avait l'impression, on nous donne l'impression que en Haïti, effectivement, les membres de l'élite c'est comme un bloc monolithique, ils sont tous du même côté. Non, alors il est vrai que c'est partout dans tous les secteurs en Haïti, les plus vocaux sont ceux que tout le monde écoute. Et Andy Aped est un homme très vocal, très articulé, très intelligent. Moi, j'ai pas du tout partagé sa vision, son manque de vision, je dirais. J'ai jamais partagé cette histoire il fallait absolument, plutôt monsieur aller, plutôt moi j'ai poussé même monsieur Bralé. Je ne pouvais pas entendre ce genre de langage quand je savais qu'Aristide était quand même l'homme le plus populaire et légitime, je dirais, en Haïti, et qu'on a besoin c'est la perte de cette légitimité qui nous a amené où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est pas que j'étais avec Aristide, que j'étais pour Aristide. C'est un homme que je respecte, que je vois Aristide, comme je vois Martelly, ça va vous choquer, comme je vois Jocelyn Privert, comme je vois tous ceux qui ont exercé le pouvoir avec toutes leurs faiblesses, leurs échecs, leurs réussites, mais quand même cette volonté d'amener le pays quelque part avec un échec pas tant pour tout le monde, sauf peut-être pour Jocelyn Privert qui a fait une transition tout à fait décente et respectable. Donc quelque part, c'est pas que j'ai soutenu Aristide, c'est que ma position était en faveur d'Aristide. C'était de dire que c'est pas à nous de renverser un gouvernement, on travaille avec un gouvernement. Ensuite, on va aux élections. Si on ne l'aime pas, on change. C'est comme ça que ça marche. Et maintenant, on n'a jamais voulu l'apprendre. Il y a 4 ans, on a tué il y a un président qui s'est fait tuer dans nos pratiques complètement archaïques. On arrive à ce qu'un président soit assassiné violemment et que, aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est passé. Ouais. Donc, je pense que tous ces traumas accumulés, une prise de conscience. Vous savez, il y a des gens, je le dis, respectables, intelligents, qui aiment beaucoup leur pays dans le secteur privé. C'est pas cette image, les mulâtres, le secteur privé, c'est pas que les mulâtres, il y a des gens noirs dans le secteur privé. Sous ce secteur privé, il a, par la force des choses et aussi par l'intelligence, par la formation, il y a plus de sophistication aussi, le secteur privé a envie que son pays, on se dit, la République dominicaine, c'est la même île, c'est nous les élites qui avons fait ça de notre pays. C'est pas le peuple haïtien, c'est très facile de dire le peuple haïtien. Et puis les télévisions, quand elles vont là-bas avec leur prisme de montrer les pneus qui brûlent, c'est pas ça Haïti. Les pneus qui brûlent, c'est l'expression d'un problème. Mais Haïti, la vraie Haïti, celle que moi j'aime, celle que moi je connais, que je vis, c'est un pays avec un potentiel énorme, c'est une population d'une richesse
remarquable, c'est une histoire inégalée, je dirais, avec des valeurs que nous avons apportées à l'humanité. Haïti a quand même contribué à faire évoluer des valeurs dans l'humanité. C'est pas simplement la première république noire. Bien sûr, c'est de dire qu'un peuple noir peut être souverain. On était les premiers. Je suis noir, mais c'est aussi de dire, en Haïti que on était le premier à avoir défié les empires coloniaux. C'est au-delà même de ça, c'est la liberté, cette force de liberté. Puis vous savez, on a fait des séries Netflix sur comment il s'appelle, Spartacus, l'esclavage. Mais Spartacus, il a été tué, l'esclavage a continué. Nous, on a dit non. Ça aussi, c'est une grande contribution à l'histoire de l'humanité, même si il y a encore des reliquats d'esclavage dans certaines sociétés. Mais nous sommes les premiers à avoir dit c'est fini. Donc on a contribué. Donc Haïti, c'est pas le prisme de la télévision, c'est pas les salons diplomatiques qui racontent beaucoup de conneries, c'est pas non plus des perceptions d'une bourgeoisie qui est simplement archaïque, c'est pas non plus une diaspora qui ne comprend rien. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et cette feuille de route, elle adresse ça. À l'école, c'est comme si les Haïtiens, quand on faisait des mathématiques, on avait appris que la division et la soustraction. On avait oublié la multiplication et l'addition. Je pense qu'il est temps d'apprendre l'addition et la multiplication pour vraiment grandir un petit peu, parce que nous avons énormément de compétences dans les affaires, des intellectuels, des écrivains, des médecins. Vous mettez l'haïtien, que ce soit un haïtien modeste, qui n'a jamais été à l'école, ou que ce soit un médecin, vous le mettez dans un environnement qui fonctionne, il est le meilleur. C'est prouvé partout. Du janitor, comme on dit, de la femme de ménage, au médecin, à l'avocat, moi j'en connais dans la diaspora américaine, même ici, j'en ai connu, on brille. Donc, mais pourquoi face à cette évidence, vous nous rappelez effectivement une évidence que beaucoup d'Haïtiens savent, sûrement, mais pourquoi on est dans cet état, en fait? C'est parce qu'on connaît que la division et la soustraction. Ah, mais justement. À l'école, ou pas bon. M'a divisé négio, etc. On ne connaît que le complot. Nous sommes une société complotiste. Je vais pas entrer dans un truc trop d'intello selon ma vision de mon pays, mais il faut que et puis nous sommes trop tournés vers le passé. On ne peut pas vivre tourné vers le passé. Ça fait 250 ans bientôt. 2055, ça fera 251 ans que Haïti a été libre. On peut pas passer notre temps. En plus, on parle d'indépendance, on se gargarise de mots qui sont éculés et qui sont pas vrais. Haïti... Justement. Mais est-ce que c'est pas parce que peut-être qu'on a que ça, en fait? Parce que là, ici... Non. On est trop divisés. On se fait pas confiance. C'est ça le problème. On n'a pas confiance en nous-mêmes. L'haïtien lui-même ne sait même pas où se situer vraiment dans son pays, dans sa culture. Alors qu'on va l'acclamer, on va dire ceci, ouais, etc. Mais le vaudouisant va exister par opposition. Il va pas exister par addition. Il va exister par opposition. Le bourgeois par opposition. Moi, j'entends des choses dans la société haïtienne. On est une société complètement fragmentée. Mais par contre, si on se retourne vers l'avenir, on a tout ce qu'il faut pour être, je pense, la destination la plus sexy de la Caraïbe dans les 30 prochaines années. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ah ouais, justement. Donc, je pense que c'est dans cet esprit que vous avez élaboré cette feuille de route que vous allez nous parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette feuille de route Haïti 2055? Vous savez... Et d'ailleurs, déjà, pourquoi 2055? En fait, l'anecdote veut que, à plusieurs voyages, en rencontrant des officiels de différents gouvernements, des pays qui fonctionnent bien, qui sont en général des pays donateurs, amis d'Haïti, etc., tout ce que je pouvais dire, on nous disait, mais oui, mais vous, les Haïtiens, vous n'avez pas de plan. C'est vrai, j'appelle les copains, que ce soit des intellos, il y avait pas un plan général, un plan de société. Où allons-nous? Qui serons-nous? Et 10 ans, pour les affaires, il faut 10 ans. Maximum 15 ans. Même pour le développement, 15 ans. Mais une vision de société, 15 ans, ça suffit pas. On va se mettre le nez sur une barrière beaucoup trop proche. Où est-ce qu'on veut être dans 30 ans? Alors, les mots sont toujours les mêmes. Les mots, c'est toujours une société souveraine, une société prospère, une société inclusive, une société, etc., etc. Oui, I have a dream, j'ai ce rêve-là, nous l'avons tous, et c'est le rêve le plus simple qui soit. Il faut pas être un génie. Par contre, comment y arriver? Avec toutes nos inimitiés, avec toutes nos divisions, comment arriver à ce rêve? Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2025, il y a des évolutions transformatives maintenant. On n'est plus dans l'évolution. La société, l'humanité se transforme. Voulons-nous nous transformer ou voulons-nous rester en arrière? Donc nous sommes partis d'un constat simple. Haïti a raté le train de la modernité. C'est dur ce que je dis, mais je parle pour moi, je suis haïtien. Il n'y a rien de moderne en Haïti, ni les mentalités, ni les infrastructures, ni l'architecture, il n'y a rien de moderne en Haïti. Par contre, il nous a offert, c'est une opportunité que si on la gère bien, est énorme, il nous a offert d'entrer dans l'ère de la technologie, des innovations. On peut l'appeler comme on veut. Et on se rend compte que, en fait, la technologie dans son ADN a toutes les composantes de la modernité. Donc, en choisissant de sauter dans la technologie,
Bien sûr, on sait qu'il y a des défauts, on sait qu'il y a des dangers, on sait qu'il y a un grand péril pour l'humanité, on le sent tous quelque part, on ne sait même plus où on en est vraiment. Ok, même ceux qui parlent comme s'ils avaient la science infuse, ça peut leur échapper des mains complètement. Des Elon Musk aux autres, on ne sait pas vraiment, c'est pas clair. Mais néanmoins, c'est quand même un outil extraordinaire. Si on décide tout de suite de sauter dedans, je vais vous donner un exemple simple. Et donc c'est ça le pari. Dans 30 ans, il suffit pas de dire on veut être une société prospère, etc. Comment tordre ces mentalités haïtiennes? Comment les faire sur complètement 180 et regarder vers l'avenir, arrêter de regarder vers le passé. Je parle dans les pratiques, je parle pas les valeurs, parce que les valeurs haïtiennes qu'on puise de notre passé, on pourra en parler après, que ce soit la famille, que ce soit, etc. Elles sont formidables. Même la façon de manger que nous avons, c'est formidable. Mais pour construire un pays, il faut quand même qu'on soit au même niveau que tout le monde, autrement on est laissé en arrière. Je prends un exemple simple dans la gouvernance. Vous savez qu'en Albanie, il y a un ministre, c'est une intelligence artificielle. Moi, je dis pas d'aller aussi loin que ça. Mais si je demande à un ministre haïtien, la corruption, tu dois être gentil, hein. On a décidé qu'on allait arrêter ça. Ne te mets pas la belle. J'en voulais, ne sais pas, j'en coûter. Comme ça, ils vont au cafou. Alors, pas toutes, hein. Mais l'opportunité sera là. Comme ça, ils vont au cafou. Il y a un appel d'offres. Là-bas, il va le donner à son cousin, etc. Alors que si on flanque les ministères de l'intelligence artificielle, il faut pas me dire que c'est pas pour Haïti. C'est pas vrai que c'est pas pour Haïti. Moi, je travaille avec des gens en Haïti dans les ministères. Ils sont frustrés, c'est ce qu'ils veulent. Alors, ceux qui ont des bonnes intentions. Et ceux qui n'ont pas de bonnes intentions, ils en ont peur. Parce qu'on met l'intelligence artificielle. Il y a un marché à octroyer. Je suis le ministère des TPTC, Travaux publics, Transports et Communications. Je suis le ministre. La famille Intel ou la compagnie Bouygues veut, il y a un appel d'offres, ils vont faire des routes. Il y a un cahier des charges, tout est là. L'intelligence artificielle, elle a des données objectives. Donc, elle va donner sa recommandation au ministre. Ce que je suis en train de dire là, ce sont des scénarios, mais qui sont tout à fait tangibles. Ça existe déjà. Maintenant, c'est propre au ministre, on lui laisse quand même ses prérogatives d'accepter ou non. Mais l'intelligence artificielle fera un rapport de ce qu'elle avait proposé et avec des comparaisons. On met en fait l'homme au pouvoir en Haïti, on le flanque de l'intelligence artificielle, c'est la seule façon, je vous le garantis. Après 35 ans de métier en Haïti, c'est la seule façon pour nous de tordre et de tourner ça, cette façon qu'on a systématiquement de retomber dans la corruption. Ça va aussi dans la justice. Que le juge soit aussi flanqué d'une intelligence. Ah, j'ai vu un film, cher ami. Non, je vous sens sceptique et je comprends. Non, c'est pas le scepticisme. C'est plus que ça. C'est un peu effrayant. C'est vrai que je comprends que ça peut être efficace, hein. Ça peut être efficace sur le plan pratique. Mais je me suis dit vraiment mais vous vous rendez compte, si par exemple, on a, en fait, un truc comme ça en Haïti et puis dans un autre pays, enfin, avec qui on a un accord à la même chose, c'est les machines qui vont se parler entre elles, en fait. Non, alors là, c'est pour ça que j'ai dit au préalable qu'il faut faire très attention à l'intelligence artificielle. Et je pense que si nous n'intégrons pas l'intelligence artificielle, elle va nous intégrer, elle. Et elle fera ce qu'elle veut de nous. Oui, ça, j'en suis. C'est à nous maintenant d'intégrer. Oui, et je n'ai jamais dit qu'on fera l'intelligence artificielle de nos réseaux interministériels ou de notre justice ou de tous les secteurs, la DGI par exemple, etc. Je ne dis pas qu'on les mettra en contact. Non, les ministres, ils restent là. Mais à l'interne, il y a un monitoring qui doit être fait. Okay. Ouais, je vais vous donner un autre exemple. La banque, on va dire la communauté européenne, la France, fait un don ou fait un prêt de 100 millions d'euros. Ce prêt de 100 millions d'euros est signé. L'intelligence artificielle pourra dire qui l'a signé, quand, pourquoi. Donner à toutes les informations de ce prêt. Premier débours de 60 millions d'euros au ministère des Finances. L'intelligence artificielle a toute la traçabilité. Premier débours du ministère des Finances au ministère du Tourisme, par exemple, tant d'argent. Qui a signé? Pourquoi? Etc. Ensuite, ça allait dans les entreprises privées. Quel était le cahier des charges de ces entreprises privées? L'intelligence artificielle, elle a tout. Et il y a tous les contrôles qui sont faits. Donc, l'argent ne pourra plus faire, on pourra plus faire n'importe quoi. Donc, pour moi, c'est comme une calculatrice ou c'est comme un ordinateur. Je ne le vois pas comme celui qui va fonder notre société. Mais c'est technique ce que je dis parce que, et en fait, moi, je ne sais pas comment le faire. Mais, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui me disent, mais ça, s'il y a une volonté politique, c'est le b.a.-ba, c'est facile. C'est facile d'avoir les réseaux intraministériels qui monitorent tous les flux d'argent. Je vais finir avec un exemple qui pour moi me tient à cœur, 2 exemples. Avec l'intelligence artificielle, et il faut qu'on y aille, je vous assure. Et avec les réserves que j'ai sur l'impact que ça peut avoir sur une société, si on prend l'éducation, on va prendre la DGI avant, la Direction Générale des Impôts. On a toute une proposition de politique de collecte d'impôts. Il faut quand même que notre État devienne, la souveraineté, elle passe par là. C'est d'arrêter de demander de l'argent et que nous-mêmes, citoyens, nous contribuons à la prospérité de notre pays. Avec l'intelligence artificielle, le monitoring
avec la technologie aussi, là, les cartes à reconnaissance faciale, etc., les matricules qu'on peut suivre, qu'on peut tracer, etc. Avec la technologie, ce sera extrêmement facile la collecte aussi de la formalisation aussi de tout ce secteur informel, le suivi de est-ce que M. Coles paye, est-ce qu'il paye tout, et c'est tout ça avec l'intelligence artificielle. Même si je vais voir le directeur de la DGI, je dis mon chef, etc., il y aura des rapports, il peut le faire, il est libre de le faire, mais il y aura des rapports qui seront lus par tous les créanciers, par le Premier ministre, par etc., etc. Et il y aura des sonnettes d'alarme, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le Premier ministre lise, il y aura une sonnette d'alarme pour lui dire quelque chose qui est pas normal à la DGI maintenant. Donc je suis en train de faire une caricature de ce qu'on peut faire, mais en fait, si on s'y met très vite, dans 10 ans, nous aurons une gouvernance des plus sophistiquées. Vous savez, la France, j'étais ce matin au ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a un forum en ce moment de secteur privé, avec le secteur privé français, des Outre-mer, on pourra en parler une autre fois, mais il n'y avait pas de climatisation. On dégoulinait tous, d'accord? Bien sûr, la climatisation, etc., on peut dire ce qu'on veut, mais c'est maintenant devenu le b.a.-ba partout. Moi, j'étais à Madrid, partout, il y a la climatisation. En fait, la mutation de la France vers cette modernité, c'est technique, je dirais, pas encore technologique. La climatisation, ils sont très en retard. Et c'est la même chose. Ça, c'est vrai. Voilà. Nous, si on commence tout de suite, parce qu'on est à zéro, prenez l'exemple de la Pologne qui est partie il y a 30 ans à zéro, c'est la plus grosse croissance économique parce qu'ils ont mis des procédures, et ils sont très tech d'ailleurs, ils ont mis énormément de procédures tout à fait nouvelles et dernières. Ils n'ont pas eu à passer par cette mutation des fonctionnaires. Vous imaginez si on va toucher aux fonctionnaires français dans la sécurité sociale, etc. Donc, il y a toutes ces machines de l'Europe, etc., vont ralentir l'Europe. Alors que nous, quand on est à zéro, si on fait le choix de sauter, alors c'est pour ça qu'il faut que toute la société soit d'accord. C'est pas un truc où Timo soit d'accord et puis il reste pas d'accord. On va marcher à deux vitesses et c'est pire. Mais si on fait un choix de société d'être prospère et de compter dans le monde, en général, le monde global, et d'être présent dans le monde global, comme on l'a été à la Coupe, mais dans tous les domaines, à la Coupe du Monde, si on fait ce choix et qu'on accepte qu'il faut réguler les choses, qu'il faut faire attention, qu'on ne peut pas se donner à l'intelligence artificielle, mais on peut utiliser l'intelligence artificielle. Moi, je crois que tout changera très vite. Et vous savez, je vais finir avec ça. L'école, et c'est là que c'est intéressant. Il y a une école en Floride qui n'a fait que les profs, c'est l'intelligence artificielle. Après 4 ans, elle a 4 ans cette école, les résultats sont égaux ou meilleurs que la moyenne nationale. Ce qui veut dire qu'en fait, si on a un bon cursus universitaire à Haïti qui est repris, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont éculées on remet le cursus, alors préscolaire, scolaire, universitaire, on le remet à niveau avec les challenges nouveaux, etc. Et ce qui se passe, c'est que le petit gamin de petit trou de Nip sera au même niveau que le gamin de New York, qui sera au même niveau que le gamin de Miami, il aura les mêmes chances. Je comprends. Mais avant tout, il y a déjà une fracture numérique. C'est qu'ils ont, les enfants haïtiens n'ont pas tous la même chance, ils n'ont pas tous les mêmes moyens d'accès. Ah ouais. Pendant ma fait étudier, pendant ma parlé à droite, à gauche, j'ai interviewé des jeunes formés. Une jeune fille dont on reparlera en Haïti, Stéphanie Jean-Louis, et Stéphanie, je dis à Stéphanie, oui, bon, elle me dit, ah, super, oui, effectivement, les jeunes, ils sont tout à fait prêts pour ça. Et je dis, oui, mais malheureusement, il y a toute une génération, les 10-25 ans, là, qui n'auront pas ça depuis la base, qu'est-ce qu'on en fait? Mais tu n'as rien compris. Ils ont faim, mais ils ont des minutes de téléphone. Et ils ont tous, ils ont Instagram, ils ont tous Snapchat, ils ont tous TikTok. Nous avons ils ont email. Donc, la technologie, par ce côté intuitif de la technologie, a pénétré la société haïtienne. Moi, quand je vais en Haïti, tous les gamins, et j'étais avec mon chauffeur, tu me diras, il a pas faim, mais quand même, c'était assez intéressant. Il me dit, monsieur, nous vivons côté très loin. Il me dit, chaud. Il me dit, monsieur, mon 25 secondes, nous achetons un collant, un cob. Et puis mon téléphone meurt. Il me dit, quel téléphone me mouille? Il me dit, mais. Donc, il avait des minutes, mais il n'avait pas de cash. Et ça, c'est dans la culture haïtienne. Donc, la technologie, de par sa nature très pénétrante et très facile, très intuitive, vous savez, les gamins, ils sont pas nés avec un chip dans la tête. Ils se réveillent et tout de suite, la tablette, ils savent comment elle fonctionne. Donc, il y a quelque chose de très, très perversement intuitif, mais qui nous sert aujourd'hui parce que ces gamins sont pas perdus. C'est pas une société. Alors, bien sûr, ils sont désœuvrés, c'est différent, mais ils sont pas déconnectés du monde du tout. Alors, pas de quoi, ça? Et puis, mon artiste, moi, qu'on appelle Haïti, c'est ma fille, en fait. Et elle a écrit une chanson. C'est votre fille? C'est ma fille. Elle a écrit une chanson un peu vulgaire qui s'appelle Get Maman. Peu importe, ok? Mais comme j'ai vu qu'il y avait 9000 ou je sais pas combien de milliers de commentaires, j'ai été regarder. Et c'est des gamins, ils prennent des photos de eux, en banque iPad. La technologie leur a permis de s'ouvrir complètement sur le monde et de participer. Puis ils font des commentaires. Ou pareil, on m'a comme ça, non? Ali, let's dire, I'm d'accord, get maman, etc.
Donc cette intégration, c'est pour ça que je dis que la technologie, si on la contrôle, si on la laisse pas nous contrôler, c'est un outil extraordinaire. Et je pense que il y a des scénarios catastrophiques. Moi, je pense que ça peut être une catastrophe, mais je pense aussi que l'être humain a cette force en lui où je crois qu'on va contrôler, on va la contrôler à notre escient. Oui, on espère tous. Effectivement, dans le projet, vous prévoyez aussi une intégration plus active de la diaspora haïtienne. Alors, ça qui vient de passer, c'est que le moment t'es Washington, et puis, il dit, nous pas un plan. 3 fois dans la même journée, il dit, nous pas un plan, nous venons Paris. Et puis, à un moment, j'étais justement à Washington, et j'appelle quelqu'un en Haïti, je dis, mais nous pas un plan, etc. Et je leur dis, vous savez que quand même, la diaspora, c'est notre force. C'est pas tant pour les 5 milliards de dollars qui ont été transférés. C'est bien ça, c'est bien, on en a besoin. Mais c'est plus pour leur richesse intellectuelle, leur savoir-faire et le frottement qu'ils ont avec des sociétés structurées. Tu ramènes ça par effet par capillarité dans la société, c'est un phénomène extraordinaire. Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est qu'ils sont eux-mêmes dans des pays avec lesquels on travaille. Nous, si on veut faire du lobbying à Washington, on prend une firme américaine. La firme, elle va toucher son chèque, elle fait pas un vrai lobbying. On a des élus haïtiens, on a des gens puissants haïtiens. Donc, travaillons ensemble. Alors, première réaction en Haïti. La diaspora a nous. Je dis, monsieur, là-bas comme ça. Attends. Je suis invité à un dîner après, donc 2 ou 3 jours après. Il y avait que des diasporas importants de la communauté de la diaspora haïtienne. Aux États-Unis, c'était à Miami. On a mangé, j'ai dit, messieurs, il faut qu'on travaille ensemble. Alors, j'aime pas dire mettre tête ensemble parce qu'on n'arrête pas de dire ça depuis que je suis né. Mais disons qu'il faut trouver une façon de travailler ensemble, d'additionner un peu toutes ces compétences pour notre pays. Et moi, je voudrais que vous parliez avec le secteur privé pour commencer, et ensuite on élargit à la société civile, tu sais, à tout le monde. Non, secteur privé à Raïnou. Alors, j'avais eu le secteur privé qui nous disait diaspora à Raïnou. Alors, c'est vrai que Raï, pareil, il y a des perceptions, on dit beaucoup de choses historiquement, etc., que c'est nous sommes la partie le secteur privé, on est partie du problème haïtien. Bon, très bien. Et parfois, c'est justifié. Néanmoins, de dire que Mraï diaspora, non, que diaspora à Raï, pas quoi, pas en tant que collectif, ils n'ont pas le temps pour ça. Tu comprends? Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes. On parle, on s'assure pas. Et on a commencé à avoir beaucoup de réunions avec la diaspora américaine qui sont extrêmement fructueuses, où on a des Zooms, t'as 50 personnes, ça gueule un peu, ça gueule moins. Puis en fait, on dit la même chose. On dit la même chose. Alors, tu sais, moi, j'ai ce rêve, j'ai vraiment ce rêve de réintégrer. Et puis en plus, c'est un calcul un peu froid pour mon pays. Quand je vois la diaspora israélienne, ce qu'elle fait de son pays, et c'est pas seulement l'argent, c'est sa présence pour défendre les intérêts, toujours défendre les intérêts, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit au Congrès américain, que ce soit à l'Assemblée nationale française. Les Juifs, ils sont là. Mais nous, on peut faire la même chose. J'ai pas dit. Et je pense qu'Israël, on va pas parler d'Israël et Gaza maintenant, c'est un autre problème. Mais je pense de l'État d'Israël qui s'est fondé, qui s'est créé avec sa diaspora. Je pense qu'il faut qu'on apprenne de ça aussi, il faut qu'on observe tout ça. Donc, je pense que l'intégration de la diaspora à tout ce qui se fera en Haïti, elle est capitale pour la réussite. Mais en fait, tout ça, c'est très, très bien. Mais très naïf, hein? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je pense que c'est un projet assez intéressant. Mais comment mettre tout ça en place si on prend pas le pouvoir? Parce que ça ressemble aussi à un projet politique. Comment faire si on prend... Le projet, voilà, est-ce que vous avez le projet de prendre le pouvoir? Mabdjou. C'est pas si simple que ça. C'est pas aussi noir et blanc que ça. Dans toutes mes présentations, à un moment, j'ai voulu faire des femmes haïtiennes. Parce que en Haïti, je sais pas pour la diaspora, mais sur le terrain haïtien, les gens les plus concrets, c'est les femmes. Donc j'ai voulu faire une présentation de toute la feuille de route, ça dure longtemps, hein, à des femmes. Donc il y avait des femmes du gouvernement, des femmes d'affaires, il y avait un peu de tout, des intellectuels. Et à la fin, il y a une dame, tout le monde, bravo, super, on va y aller, etc. Et il y en a une qui a pas parlé. Je dis, mais tu vas pas parler. Elle me dit, écoutez, monsieur Kolf, moi, c'est bien beau tout ça, mais s'il n'y a pas un projet politique derrière ça, il n'y a rien qui va se passer. Donc, c'est un peu la question que vous êtes en train de me poser. Alors, il y a 3 aspects. Avant la politique, je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'écouter. Donc, moi, je ne fais que ça. Des Zooms et des Meets, des Teams, je viens ici, je continue, j'ai 60 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la vie, j'aime mon pays, je vois les opportunités pour mon pays. Donc, je suis en train d'essayer d'additionner. Qu'il y a un secteur privé à chiter ensemble. Ou comment un secteur privé à une terre, il a tout. Qu'on a nous chiter ensemble. Des gens qui étaient pour un tel, ça a été pour un tel, ça son caca, ça son saucisse, ça son magouille, ça. Fini tout ça. Est-ce que monsieur Cafon va vous payer? C'est ça qui intéresse nous. Donc, c'est unir les Haïtiens. Diaspora, haïtiens bourgeois ensemble, société civile bourgeois diaspora, paysans bourgeois diaspora.
Et ensuite, tu as le monde politique, on y viendra. Donc, première chose, c'est unir les Haïtiens autour d'un projet. Et tu sais, ça marche. Même garder, le fait que gon côté ne t'a jamais allé, tout le monde commençait, pourquoi on est dans le trou, tout à fond, pas regarder en haut, pas gagner rien. Et pourquoi on tire lumière? Ou pas de lumière, ou à l'aile. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Tout le monde veut aller vers cette direction. Donc on commence à se parler beaucoup plus qu'avant. Le deuxième aspect, c'est que nous ne sommes pas des techniciens. Cette feuille de route n'a pas la prétention de dire comment on va le faire. C'est le quoi, le pourquoi, c'est les idées stratégiques, mais comment on va le faire? Je serais prétentieux de dire, oui, je peux faire un business plan, je peux te dire, je vais faire une chemise, comment il faut la faire, etc., ou je vais faire de la boisson, je sais faire ça. Mais de te dire que comment on développe un pays, on a des grandes idées. Donc, ce que nous avons fait, nous avons eu la chance d'ailleurs qu'il accepte. Nous avons contracté la firme Attali & Associés, Jacques Attali, qui est une éminence assez unique en Europe et dans le monde, qui, je rappelle, qui était le conseiller du président François Mitterrand, puis président de la Banque européenne. C'est une éminence européenne. C'est un monsieur comme il y en a pas beaucoup comme lui, je vous dis, cerveau aussi puissant, avec une vision sur l'avenir extrêmement précise. Et il a accepté de travailler avec nous. Ce qui est intéressant avec Jacques Attali, c'est qu'il a fait le plan directeur, le plan de développement 2010-2025 de la République dominicaine. Donc, il connaît l'île et il connaît la partie gagnante de l'île. Donc, les synergies que nous voulons créer avec les Dominicains, parce que là aussi, quand je parle d'additionner, au lieu de nous battre avec les Dominicains, essayons de se comprendre, arrêter tout cet exode que nous avons vers eux, la contrebande de eux vers nous, essayons de réguler tout ça, etc. Donc, comme il connaît bien l'île, nous, on a été le voir, mais j'étais pas sûr qu'il aurait accepté. Et alors là, ça revient un peu à l'histoire d'Haïti, cette espèce de grand point d'interrogation qu'Haïti est, un passé extraordinaire et puis un échec patent. Il a dit, oui, moi, je prends le challenge. Donc, on a maintenant Monsieur Jacques Attali et son équipe, sa compagnie que nous avons contractée. Ça, c'est le secteur privé qui a pris le challenge de le contracter. On a dit, on y va. Non, mais ça, je suis d'accord, mais... Attends, j'ai pas fini. Par rapport à la... fini. Comment c'est fini. Alors, ma vie nous a dit, c'était pour dire que la feuille de route, elle a un côté innocent, gentil. Voilà où on veut aller. Attali, comment on peut atterrir ça? On va atterrir en faisant ça, voilà comment ça se passe, les financements, etc. Mais ça ne suffit pas, même lui le dit Attali. Où est le gouvernement? On est en train d'intégrer le gouvernement dans le projet Attali. Mais c'est pas encore ça. Il se passe quelque chose dans le secteur privé. On s'est rapproché de beaucoup de leaders politiques, de la société civile. Il est en train de se tracer. C'est là, quand on met une vision devant, c'est là que tout change. Il n'est plus question de dire, est-ce que monsieur quand président t'a mis cette modèle, ballon petit cop, mais si monsieur Gonchon tout m'a baillé son petit cop tout, c'est ça les pratiques haïtiennes de financement de campagne. C'était je donne de l'argent à celui-là parce qu'il y a un potentiel, comme ça dès qu'il est président, je frappe à la porte, il est obligé de l'ouvrir. Et puis on pensait qu'au président. Là, il y a un projet de la société qui commence avec le secteur privé qui est très très volontaire là-dessus et très catégorique là-dessus. On ne veut pas savoir qui va être président, ça nous intéresse pas. On veut faire le président pas avec notre argent, avec les idées que nous avons. C'est-à-dire que si nous sentons qu'il y a un collectif, qu'il y a un appareil qui va dans le sens de cette vision que nous avons, nous donnerons un appui. Il n'est plus question de faire cette politique de doublure, de mettre quelqu'un devant et puis il n'y a pas de plan. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qui peut porter le plan Attali, qui peut porter... Alors, il faut aussi savoir que le plan Attali, il se fait en 2 temps. Il y a l'élaboration du plan et il y a la vulgarisation du plan dans la population haïtienne pendant 1 an. Juste une remarque. En fait, qui peut porter ce plan-là, mais est-ce que vous ne vous êtes pas dit aussi que, mais pourquoi pas nous-mêmes? Est-ce que ça vous est passé à l'esprit, je veux dire, vous et votre groupe, disant, mais dans on prend le pouvoir. Oui. Alors, c'est l'arrivée. Est-ce que moi, je ne sais pas, mais c'est pas du tout. Je pense que je suis beaucoup plus utile comme j'ai toujours fait derrière. Mais est-ce que, parce que la politique de doublure, ça a toujours été, je mets quelqu'un, et puis en fait, c'est moi qui ai le pouvoir. Ouais, le secteur privé haïtien, effectivement. Oui, bien sûr, et c'est des pratiques qu'il faut arrêter. Ouais. Oui. Maintenant, on dit qu'on ne veut plus faire ça. Mais en même temps, ce que je vous dis, c'est encore la continuation de la politique de doublure, parce que je dis, je vais mettre quelqu'un qui va promouvoir mon plan. Donc, maintenant, la question est, il faudrait peut-être qu'on y aille vraiment. Justement, assumer. On en est là. On est en train de faire des castings, de voir, mais en même temps en intégrant la classe politique. Alors, il y a une classe politique, j'espère qu'il y aura une décantation avec des pratiques aussi archaïques que dans certains secteurs privés. Toutes ces classes politiques, j'espère qu'elles tomberont d'elles-mêmes. Je ne parle pas des grands partis, je parle de certains personnages, de députés, de sénateurs. Il faudrait qu'il y ait une grande décantation. Mais pour qu'il y ait la décantation, il faut amener des compétences, il faut amener des gens qui vont pouvoir challenger, parce que comme j'ai dit,
on a une trentaine de caciques en Haïti, des sénateurs ou des personnalités en Haïti qui font la vie politique haïtienne. Et ils sont pas tous des gens porteurs d'avenir pour Haïti. Son business lié, donc comment tu contournes tout ça? Et comme je dis, c'est pas qu'ils sont crasés, c'est qu'ils sont d'additionner les compétences. Il y a des gens qui ont fait des erreurs dans le passé, mais est-ce qu'ils doivent être encore sénateurs ou est-ce qu'ils peuvent participer de l'avenir, mais à d'autres fonctions? Donc l'idée est vraiment de nettoyer les mauvaises pratiques en politique. Et pas seulement en politique. Le secteur privé a l'intention de signer, on n'a pas encore trouvé la formule, mais une espèce de pacte national de gouvernance où on dit on va payer nos impôts, on va jouer avec les règles du jeu, c'est la loi seulement qui prime. Mais de l'autre côté, il faut que dans le pacte, le gouvernement s'engage aussi à donner la sécurité et les conneries comme ça. C'est un peu compliqué de le faire, mais c'est notre volonté et on veut aussi, à partir de ça, créer une décantation. C'est-à-dire que ce qui signe pas, c'est un aveu, quoi. C'est-à-dire que quelque part, sinon, c'est un peu risqué ce qu'on est en train de faire. Mais déjà, est-ce que vous avez des gens qui signent pas? Vous êtes avec qui déjà? Parce que ce serait bien, parce que je ne l'ai pas demandé, ça a été la première question. Qui sont les... L'ensemble du secteur privé. Parce que quand on dit secteur privé, c'est vague, hein. Oui, mais on va parler institutionnel. Ouais. Le secteur privé institutionnel, la Chambre de commerce de l'Ouest, probablement la Chambre de commerce nationale, l'ADI, l'Association des industries d'Haïti, qui reste quand même une association sectorielle, mais qui fait beaucoup de travail, notamment à Washington. Donc vous êtes le membre fondateur? Non, je suis pas membre fondateur. J'étais président de l'ADI. Okay. Je suis membre fondateur du Forum économique et social qui s'est fait après. Ça fait juste après. Au moment du tremblement de terre, on a créé le Forum. Mais c'était juste avant. Et on a contribué à pas mal de choses. Mais encore une fois, on chie répète, Forum crasé. Donc c'est toujours ça. Et il y a un institut. C'est là que c'est intéressant. Le grand capital haïtien. Le grand capital. Ceux qui vraiment mettent 2 millions de dollars à terre. Chaque ou quand même 20 millions de dollars. Alors, c'est pas comparable au capital dominicain ou les autres, mais pour Haïti, c'est énorme. Le grand capital haïtien a créé un institut qui s'appelle l'Institut Macaya, qui a été très décrié parce que bon, vous savez, en Haïti, dès qu'on essaie de faire quelque chose, il y a plongé le dessous. Côté yoté, yo pas de là, etc. Mais là, yo pas de là, yoté dit faut que yoté là. Donc, tu sais, on n'est jamais content en Haïti. Moi, je vois qu'ils font un travail très calme. D'ailleurs, ils sont à l'origine de ce forum qui est à Paris. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire avec Washington. Sur le terrain, ils essaient de rentrer quand même dans la communauté et accompagner la communauté. Ils financent beaucoup d'études. C'est un institut, donc, avec qui le secteur privé, donc institutionnel, ce sont ces gens-là. Donc, les associations sectorielles, les chambres de commerce, l'Institut Macaya. Et puis, il y a aussi des individus qui sont partis de ces associations sans représenter les associations qui se rencontrent maintenant et qui conspirent. Mais ça, c'est une conspiration dans l'esprit de ce que je vous ai dit. Comment pouvons-nous nous assurer d'une gouvernance à long terme où on arrête de passer par des slicks, nous commencer bon, nous stabiliser, puis nous tomber. Nous, bon, à chaque fois nous tomber plus bas. Toi, toujours plus fond, le plus violent, les plus obscurs. Donc, je crois que là, il y a un énorme espoir dans l'avenir. Cette prise de conscience et cette volonté. Maintenant, vous avez bien mis le doigt dessus. Est-ce qu'un homme du secteur privé puissant va dire j'y vais? Ou est-ce qu'on va continuer à dire on mettez monsieur? Et c'est là que je pense que la grande différence sera faite. Nous avons. Et vous en êtes où alors? Bon, on a casté dans le secteur privé. Donc, il y a des gens qui disent oui, non. Il y a des figures qui il y a des gens qui disent Poco. Pas qu'à dire non, parce que nous, Poco dans ça. Donc, moi, les mounions pas tarés. Mais ça, c'est des gens très honnêtes qui veulent pour leur pays, mais qui ont peur. Forcément, au fond. Est-ce que c'est pas, en fait, est-ce que, quelqu'un comme Boulos n'avait, en fait, est-ce que c'est pas, peut-être c'est quelque chose de ce genre qu'il avait animé, parce que il me semble que Boulos avait fondé un parti politique. Il voulait y aller et tout ça, avant d'être mêlé à des histoires, et puis là, il a dû s'exiler et tout ça. La politique a ses raisons que la raison ne connaît pas. Très bien. Alors, Monsieur Coles, alors, pendant que vous êtes là, il y a certaines choses, effectivement, j'aimerais poser, on va essayer d'aller rapidement là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous avez conscience que les secteurs privés haïtiens est conscient que vaut mieux avoir un pays stable pour faire du business au lieu vraiment qu'il y a de l'instabilité? Est-ce que vous êtes sûr que les secteurs privés, les possédants haïtiens, les riches haïtiens sont conscients de ça maintenant? C'est une très bonne question parce que quand on essaie de se réunir ensemble, les gens de très bonne volonté disent je ne fais pas confiance à celui-là parce que je ne pense pas qu'il est honnête, il n'a pas vraiment envie de changer. Il se met à notre table pour prendre des informations quelque part, mais il n'a pas envie au fond de lui. Je ne ferai pas de procès de jugement. Vous savez, j'avais une réunion avec une association paysanne de café. Oui, mais secteur privé, nous sommes opportunistes. Il me dit oui. Ben, c'est ça mieux. C'est ça business dans eux-mêmes. Son opportunisme, mon opportunité, me transformer en cob. Mais, mon bail qui changeait, je veux dire.
opportunité n'a cherché, c'est pas même bail. C'est pas payer la douane un petit cop sous côté pour pas payer droit de douane, c'est pas bail ça n'a cherché. Opportunité, secteur privé à fin ouais coulière, c'est que faut qu'il mette pays à gon ouverture là, gon moment, gon petit momentum même s'il est pas bon, même si nous faisons pile bagaille qui pas bon pour constitution, mais là nous on voit que si bail ça aboutit, il est bon pour tout pays. Et là, je pense que l'opportunité du secteur privé, il est devenu très national, très collectif et plus individuel. Et c'est dans ce projet de société, en fait. Je ne pense plus que les gens, bien sûr, on continuera à essayer de faire des affaires à droite, à gauche. Mais je pense que ce qui nous meut aujourd'hui, la vraie motivation, c'est un pays différent. Et en plus, on parle pinois. C'est même pas de l'angélisme. Parce que regarde la République dominicaine. Au million de la République dominicaine. C'est 100, 200, 300, 400 millions de gains. Au million de la c'est 10, 15, 20, 30, 40 millions de gains. Donc, on se rend bien compte, même là, que si on veut parler dans le monde des grands, il faut changer ce pays. Non, mais avec un petit bémol quand même, parce qu'il y a pas mal d'hommes d'affaires haïtiens qui investissent aussi en République dominicaine, qui sont à peu près au même niveau, les riches dominicains. Non, moi, je sais pas mal comme ça. Pas mal comme ça. Pas mal. On investit en République dominicaine. On est là. On a une usine qui va commencer, mes frères et moi. Non, tu peux pas comparer. Tu peux pas, je dis pas qu'on est pauvre, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même dynamique. De toute façon, c'est secondaire, ce dont on est en train de parler. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est pour répondre sous sa table d'hier, c'est que, oui, nous sommes sincères, nous voulons vraiment changer les choses. Nous voulons travailler dans un pays où les règles du jeu sont claires. Il faut aussi voir qu'il y a une génération qui est partie, qui est sortie. Il y a une génération de plus jeunes que moi, 50 ans, 45 ans, ils sont brillants et ils veulent vraiment les choses différentes. Ils ont leurs enfants en Haïti. Ils ont leur vie en Haïti, leurs femmes, ils vivent en Haïti tous les jours. Moi, j'étais parti, j'ai quitté Haïti pendant 15 ans et je suis rentré en Haïti avec un grand espoir parce que je vois un secteur privé différent. Toujours aussi agressif dans les affaires, ce qui est bien, mais avec une très grande conscience pour son pays. D'accord. Alors, d'après vous, pourquoi, en fait, les Haïtiens, on a l'impression qu'en Haïti, vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, que on a cette tendance à accuser l'autre, à désigner l'autre, à pointer du doigt. Justement, parce que vous-même, j'ai lu, je crois que c'est un journal dominicain qui vous a cité parmi les hommes les plus riches d'Haïti, aux côtés de Ben Bidjo et d'autres riches hommes d'affaires en Haïti. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes vraiment un homme très très riche? Alors dites-le nous aujourd'hui. Hein? Non. Qu'est-ce que ça veut dire riche? Je suis plus riche que vous peut-être. Je sais pas. Parce que je suis plus. Ça c'est sûr. Non. Plus riche que moi, ça c'est absolument sûr. On va prendre les paramètres internationaux. Oui, je suis un homme riche. Maintenant, est-ce que je suis un multimilliardaire? Certainement pas. Donc, maintenant, est-ce que ma famille, mes frères, est-ce que nous avons monté des affaires très importantes en Haïti? Oui. Et avec respect. Avec grand respect. On paye nos impôts, c'est monde qui fréquent, on a des boîtes qui sont extrêmement performantes en Haïti. On est très présents dans le secteur. Mais est-ce que nous sommes des millionnaires comme les Dominicains, etc.? Non, pas vraiment comme ça. Et puis bon, je connais le document dont vous parlez, là, avec les dismulâtres bien éclairés, et puis non, c'est la propagande, ça. Il y en a là-dedans, et je sais, aujourd'hui, ils vivent dans une pièce comme ça. Ah ouais. Oui. Vous savez, on ne pense pas à ça, mais le secteur privé, il a payé très cher les problèmes qu'il y a en Haïti. Là, le sursaut, il vient aussi de là. On s'est décapitalisé énormément en Haïti. Ah ouais. Et on a aussi souffert de l'insécurité. Beaucoup de gens ont été kidnappés. Moi, j'ai combien d'enfants, amis de mes filles, qui se sont fait kidnapper. C'est pas une partie de plaisir, hein, d'être un bourgeois, un millionnaire en Haïti. C'est pas une partie de plaisir. Je crois on est arrivé tous à un point où on doit respecter ce peuple haïtien qui nous a montré que la patience, elle est payante. On a la responsabilité, sans paternalisme aucun, de mettre ce pays sur des rails. En fait, c'est la durabilité. On peut pas avoir... Vous savez, dans la feuille de route, on dit bien, on stabilise le pays. Et c'est la première chose, c'est le plus premier pilier, stabiliser. Et c'est pas simplement ZAM sous gang, c'est beaucoup plus que ça, c'est les taxes, c'est la société civile, c'est la gouvernance, il y a 11 sous-piliers à la stabilité. On parle d'une chose dont personne ne parle, c'est la croissance sociale. Et ça, vous voyez, avant on dirait stabilité, investissement, non. On veut vraiment une croissance sociale. On ne veut plus que les gamins aient des bidons comme ça, les cheveux roux parce qu'ils ont du kwashiorkor, ils souffrent de la malnutrition. On n'en veut plus, on ne peut plus le voir, on ne veut plus. Et ça, c'est un sentiment profond qu'il y a. On veut que les gamins puissent écrire, lire, qu'ils aient les mêmes chances que tout le monde. On veut qu'ils aient une santé normale. On mange pas qu'à prendre bourrique le matin, pour le faire 2 heures de temps sous dos bourrique, quand on a la fièvre, on malade à péter fièvre, pour le prendre tap qui plein monde, pour le river, on va même qu'à soin. En 2026. En 2026, on peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, on veut que stabilité, croissance sociale, et sur cette croissance sociale, en fait, un Haïtien
en meilleure santé, éduqués, la compétitivité même du secteur privé, elle s'en ressent. Donc tout le monde a à gagner. Mais pour nous, c'est un préalable. C'est-à-dire, c'est pas on investit et on oublie le reste. Non. École, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi l'appropriation de notre culture. Regarde-toi, regarde-moi. C'est merveilleux, ça. Blanc, me semblons blanc, tu es noir, mais on est ça. Nous mangez même, combien de maïs, combien de riz, combien de gens nous font répertoire de du riz? 135 gens qui nous cuisent du riz. Ah ouais. On fait la rançoire, à cocoyer, avec, pois Congo, décoller, le mettre John, pas mettre John, mettre poisson, mettre crevette, mettre tri. Non. Mais c'est extraordinaire. Et manger tout. Oui. Donc, cette appropriation de notre culture, y revenir, la peinture, il y a tellement de choses dans notre culture. La musique, là, j'ai ma fille, qui est une musicienne, elle ne veut pas quitter. On lui dit non, non, elle veut rester dans cette culture haïtienne, un peu, maman, c'est quand même ce que ça veut dire. Et là, elle est à Medellín avec deux Haïtiens, elle est en train d'amener la musique haïtienne à l'extérieur. Bookman Experience, je veux dire, Bookman Experience reste quand même une référence mondiale. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça a été son grand honneur. Elle m'a raconté, elle est honorée que Lolo et Manzé aient accepté, Paul Beaubrun, ami. Et puis le compas, et puis etc. Et puis la musique vaudou traditionnelle. On a une culture, l'appropriation aussi, revenir au sport. Imaginons dans cette nouvelle nation où on s'écoute tous et on s'apprécie tous. Au fond, on coupe nationale, le football, et puis on gagne Pantin contre Pétionville, Caille contre New York, etc. C'est ça la culture, c'est ça Haïti, c'est nous. L'homme monte là où elle mange un poisson salé. C'est comme si tu étais venu pour plat en Haïti. En effet. Tu comprends? Ouais. C'est le même peuple. Ça fait rêver, ça. Ouais, ça fait rêver. Ben ça, on a perdu tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez sous-estimé, en fait, je parle surtout ceux qui ont les moyens, sous-estimé la montée de l'insécurité en Haïti? Parce que à chaque fois, je le dis tout le temps, quand il y a de l'insécurité en Haïti, ceux qui ont les moyens, en fait, ils montent des murs. Ils montent des murs, ils embauchent des agents de sécurité. L'aime des Timoun, m'a monté Rue Auger ou m'a monté Rue Lamar, ça il y avait des petits murets comme ça, et sous terrasse, on était un petit gamin, son dodine, cap dodine, et puis on se prend ça de manger, pour passer l'autre, ou un petit gazon, et puis coulière, on pas rien. Mur, mais haute. On a défiguré, même physiquement, les villes, elle reflète cette insécurité. Ouais, les gens sont en prison, carrément. Sont en prison. Monsieur Coles, par rapport à cette méfiance qui s'installe dans la population haïtienne, comment convaincre les gens que cette fois-ci, il faut y aller? Je crois, moi-même, faire Haïtiens confiance. Les Haïtiens, ils ont une intuition. Là, sont maîtres d'âme, ils connaissent son maître d'âme. Là, sincère, ils connaissent. Je crois que le mot sincérité est extrêmement important. Si je dis, me dit, m'a mettez un tel, me connaît pas cœur de peuple là, et me mettez le devant peuple là pas voter pour lui. Donc, la personne, et c'est pas une question de charisme populiste, dont je parle. C'est cette connexion. Vous me posiez la question, est-ce qu'il y a des gens du secteur privé il y a deux candidats. Je ne dirai pas auxquels j'ai posé la question. Il y a Jerry Tardieu, qui est ici de la bourgeoisie, et Olivier Barrault, qui est ici de la bourgeoisie. Ce sont des bourgeois haïtiens, et ils veulent aller aux élections. Il y a un des deux, j'ai dit, sans pas le dire peuple là. Et là, mutisme total. Est-ce qu'il n'a pas voulu me dire ou pas? Mais je pense que je ne le voyais pas comment il allait communiquer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont ce qu'il faut. Vous savez, il faut le connaître, notre peuple. Quand je dis que c'est un peuple sage, mes amis, t'as quand même payé couper tête boulée à la table effectif. Ah ben oui. Okay? Ok, mais c'est pas parce qu'ils sont cons, c'est parce c'est un peuple il est prudent. Il sait que les torts sont partagés. C'est cette sagesse qu'il a. Lui, avant ce que je suis en train de dire, là, comme bourgeois en train de parler, l'introspection, etc. Mais ils l'ont fait, cette introspection. Ils savent très bien que c'est pas plus le bourgeois que le politicien, etc. Ils savent que c'est le système qui doit changer. Alors, beaucoup de gens me disent, celui qui est le prochain président, c'est un président qui sera contre les bourgeois. Pour moi, ils connaissent pas le peuple haïtien. C'est pas aussi simple que ça, bien sûr. Si on a monté le tout pour c'est bourgeois, etc., qui est charismatique, ça peut marcher. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut aujourd'hui? Je ne pense pas. Et je ne pense pas que le peuple veuille de ça non plus. Donc, si par contre un bourgeois vient qu'il dit c'est politicien, pareil, je pense que le langage, que ce soit un bourgeois, même un bourgeois clair comme moi, ou que ce soit un politicien traditionnel ou quelqu'un de nouveau, moi je pense qu'une femme viendrait que se mettre, s'imposer avec un dialogue sincère avec les Haïtiens, avec des directions claires avec les Haïtiens. Je pense que tous ces clivages dont on parle, papa haïtien pareil, vous voyez bien, vous êtes peut-être toutes. Ok, on a donné raison pour ça. Donc c'est pas le problème. Il faut faire confiance à ce peuple haïtien qui n'est pas un peuple d'imbéciles. Politiquement, ils sont beaucoup plus sages que beaucoup de peuples. Joue. D'ailleurs, c'est pour ça que Jovenel pas de Gampil Mundel, etc. Mais jouons on nègre. Et nous pas besoin de s'y magrer encore. Mais on nègre, nos femmes.
structuré, qui viennent parler avec sincérité, qui dit, mais côté de parler avec moi, et ça, côté de parler, c'est nous toutes cap bonnes, il n'y a pas besoin de connaître si bourgeois ou pas bourgeois. Ça dépend de l'équation. Ça me garantit. Je pense qu'on a fait le tout, sauf si, M. Coles, vous voulez ajouter une dernière chose. Vraiment, Je pense qu'on a un tournant. L'humanité a un tournant. Elle va se transformer. Que nous sommes très en retard. Que si on prend conscience de ce tournant et on prend les moyens, qu'on s'écoute, qu'on travaille ensemble, je pense que si on décide de sauter, de faire des choix de société très forts et d'en prendre les moyens, de sauter dans cette ère de la technologie en l'utilisant comme un outil extrêmement efficace, j'ai confiance qu'en 2055, Haïti sera, ce que je vous disais tout à l'heure, la destination la plus sexy de la Caraïbe. écoute, on l'espère tous, et puis effectivement qu'on arrête cette culture de division. Merci beaucoup, M. Coles. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu nous parler de ce projet. Merci. Merci.